Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Ce qui est à la fois passionnant et vertigineux avec le changement climatique, c'est qu'on en tire tous les jours un petit peu plus le fil. On s'intéresse au carbone, puis on découvre la fonte des glaces, puis l'acidification des océans, etc., etc. Et plus on en apprend, plus on a l'impression de vivre la journée de la marmotte, comme dans le film Un jour sans fin. Dans ce podcast, on essaie de faire le tour de la question, et plus le temps passe, plus je me dis qu'il va falloir des dizaines et des dizaines d'épisodes pour vulgariser la complexité du problème. Eh bien, après tout, faisons-les, ces épisodes. Et dans celui d'aujourd'hui, j'ai voulu conjuguer deux conséquences du changement climatique, la géopolitique et les mouvements migratoires. À eux deux, ils représentent ce qu'est le monde d'aujourd'hui, finalement, en complète mutation. Alors, à l'ère du retour du populisme et de la montée de la désinformation, tentons d'y voir un petit peu plus clair sur ces grands bouleversements du siècle, et pour cela, mon micro s'est tourné vers l'un des meilleurs experts de ces enjeux. Bonjour François Gemène. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir à Paris. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors il n'y en a pas beaucoup. Quand on s'intéresse au milieu du changement climatique, on connaît quand même. Quand on s'intéresse au milieu, mais il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas du tout et qui sont très loin de ces sujets. Donc... Exactement, donc si c'est pour ça, on veut essayer de percer la bulle justement de l'écologie et des militants, mais en tout cas, beaucoup de gens, ceux qui s'intéressent en tout cas, vous connaissent, et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, alors vous avez beaucoup de casquettes, donc je vais en donner quelques-unes. Vous êtes président du conseil scientifique de la FNH, donc la Fondation de la Nature et pour l'Homme. Vous êtes professeur à HEC, directeur du Hugo Observatory. Vous avez été également auteur principal du 6e rapport du GIEC, qui a été publié à l'été 2021. Donc on en parlait juste avant l'émission. Bon, le timing laissait à désirer, mais au moins il a le mérite d'être là. Et vous êtes engagé depuis plus de 20 ans sur les questions climatiques, à une époque où ce n'était pas forcément à la mode. Ensuite, c'était à la mode. Maintenant, c'est redevenu un petit peu moins à la mode. Et est-ce que vous pouvez me parler de la genèse de cet engagement ? Comment est-ce que vous êtes rentré dans ce milieu ? C'est une suite de coïncidences et de heureux hasards. J'ai toujours été assez sensible à ces questions d'environnement depuis que je suis enfant. Contrairement à pas mal de militants qui sont très actifs et qui ont eu une sorte d'épiphanie à un moment donné de leur vie, qui ont fait une conférence de Jean Covici ou rencontré telle ou telle personne. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a animé depuis l'enfance. Quand j'étais petit garçon, j'animais même un journal qu'on avait à l'école primaire avec des amis qui s'appelait Le Cri de la Nature et qui essaie de rapporter déjà les nouvelles sur l'environnement. Et donc, on le vendait aux récréations sous l'œil bienveillant de nos instituteurs et institutrices. Et puis, vraiment, mon engagement sur le sujet remonte à un stage que j'ai fait aux Nations Unies à New York en 2001, l'année des attentats du 11 septembre. Et il se trouve que lors de ce stage, je suis un jour resté coincé dans un ascenseur. Et la personne qui était coincée avec moi dans l'ascenseur était l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies, Enele Sopoaga. Et pendant que nous attendions le réparateur de l'ascenseur, il m'a raconté l'histoire de Tuvalu, ce tout petit archipel de 9 îles et 25 km² dans le Pacifique Sud, au nord de Fidji, qui venait d'adhérer aux Nations Unies. Il faut savoir que pour un petit pays, c'est pas évident d'adhérer aux Nations Unies. Il y a des frais de cotisation, il faut envoyer un ambassadeur à New York, donc c'est des frais assez lourds quand le budget est très très limité. Et sa mission aux Nations Unies était d'alerter les Nations Unies sur le sort des Tuvaléens et sur le sort de Tuvalu en tant qu'État, dont l'existence était menacée par la hausse du niveau des mers, puisque c'est non seulement un des plus petits pays du monde, mais c'est aussi sans doute le plus plat du monde, puisque son point culminant est situé à peine à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, on a commencé à discuter de la migration des Tuvaléens, notamment vers la Nouvelle-Zélande, où ils sont regroupés dans la région d'Auckland. Et puis, effectivement, de retour à la mission belge, puisque je suis de nationalité belge aux Nations Unies, mon maître de stage m'a dit qu'effectivement, ce sujet des réfugiés climatiques, comme on disait à l'époque, allait devenir un gros sujet. Et c'est vrai que une fois rentré en Belgique et convaincu que je n'étais pas fait pour la diplomatie, mes professeurs m'ont suggéré de me lancer dans une thèse de doctorat. Et ce sujet des migrations climatiques, effectivement, s'est imposé naturellement. Et à l'époque, c'est un sujet dont on ne parlait pas du tout, puisque nous sommes au début des années 2000. Et quand je dis aux gens que je fais ma thèse sur les migrations climatiques, les gens s'imaginent volontiers
que je parle des saumons ou des oiseaux. Et je suis obligé de préciser que je parle des gens, des humains. Et à l'époque, effectivement, le changement climatique nous apparaît comme quelque chose encore d'assez lointain, assez distant. Ce sont des courbes, des projections dans le futur, mais on n'a pas encore vraiment l'expérience des impacts du changement climatique. Et quand il faut aller chercher l'expérience de la réalité des impacts, les gens se tournent assez naturellement vers ces migrations du bout du monde en disant « Regardez, en Alaska, sur ces petits états insulaires, il y a déjà des gens qui sont déplacés. » Mais donc, ce qui m'a fait rentrer, je dirais, dans les questions de climat et plus globalement d'environnement, c'est avant tout la question de l'injustice. C'est cette injustice terrible qui fait que le futur et le destin de certains n'est pas décidé par leurs propres actions, mais par les actions des autres. Et que, en fait, le destin des uns et des autres est largement déterminé par l'endroit où ils sont nés, ce que je considère comme sans doute la plus grande injustice. Vous évoquez Tuvalu, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques années, c'était au moment de la COP26 à Glasgow, puisque le président s'était mis les pieds, même les jambes dans l'eau. Tout à fait. Pour faire un discours. C'était pas le président, c'était le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, ouais. pardon, qui avait fait ça, donc les jambes dans l'eau, en fait, voilà, pour montrer ce qui attendait. Tout à fait. Finalement, Tuvalu. Simon Coffey, il s'appelait. Exactement, Simon Coffey en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez étudié à New York aussi, à la London School of Economics, à Paris, à Sciences Po. Justement, vous avez vu les différentes sensibilités un petit peu culturelles, américaines, britanniques, françaises. Est-ce que pendant vos études, c'était un sujet, ce changement climatique? Est-ce que ça l'était à certains endroits plus que d'autres? Oui, alors c'est vrai que j'ai étudié à différents endroits. Pas au même moment, évidemment. Donc la comparaison est évidemment limitée parce que c'est pas une comparaison simultanée. La maturité a évolué. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des différences culturelles très très importantes selon les pays dont on n'est pas toujours conscient. Aux États-Unis, j'ai étudié à la fois à l'université de New York, NYU, mais aussi dans le sud des États-Unis, à l'université de Louisiana State University, à Baton Rouge, à l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que il y a toujours en partie aux États-Unis, je suis frappé de voir comme le sujet était assez rapidement un sujet idéologique, c'est-à-dire que comme la science n'était pas unanimement reconnue aux États-Unis et comme la question du changement climatique assez tôt était au fond une question un peu d'opinion. Si vous étiez démocrate, vous étiez engagé dans la lutte contre le changement climatique et vous étiez également favorable au contrôle de la circulation des armes à feu, favorable au droit à l'avortement, etc. Si vous étiez républicain, de la même manière que vous aviez sur des questions éthiques, du port d'armes, de l'avortement, des positions forcément différentes de celles des démocrates, sur la question du changement climatique, il y avait déjà à l'époque chez les républicains une certaine forme de déni ou de méfiance. C'était considéré comme un sujet démocrate. Et je me souviens même à l'époque qu'il y avait eu une campagne de publicité qui avait notamment été initiée par Al Gore et qui mettait en avant des leaders républicains assez connus avec des leaders démocrates en disant « Nous sommes en désaccord sur à peu près tous les points, mais nous sommes au moins d'accord sur la science. » Et je me souviens que des leaders comme Newt Gingrich ou John McCain avaient accepté de tourner dans ces spots publicitaires parce que déjà à l'époque, on sentait bien que la science devenait un peu une affaire d'opinion, une affaire de croyance, c'est presque une affaire idéologique. À Londres, j'étais frappé de voir comme la question du changement climatique était très rapidement abordée en termes économiques. C'était notamment l'époque où Nicolas Stern, l'ancien président de la Banque centrale britannique, effectivement avait publié son rapport sur l'économie du changement climatique, sur le chiffrage des coûts. Et donc j'étais frappé de voir que à Londres, et c'est peut-être aussi parce que j'étudiais à l'époque à la London School of Economics, donc il y avait forcément un tropisme économique, la question du changement climatique était très fort abordée par la question des coûts, des bénéfices, des investissements, etc. Et c'était aussi le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance climat. En France, on est beaucoup plus sensible à des thématiques de sobriété, de décroissance, qui provoquent des débats importants dans le public. Et j'ai toujours été frappé de voir combien ces sujets n'étaient guère discutés ou débattus en dehors de l'espace francophone. Évidemment, certainement pas aux États-Unis, ni même au Royaume-Uni, ou à peine, et pas non plus dans les pays du Sud. Certains que l'expérience du GIEC
je pense, effectivement, permet de rencontrer des collègues un peu du monde entier, donc de voir quelles sont les perspectives et comment le sujet est perçu, y compris dans la sphère académique, de pays vraiment littéralement du monde entier. Et c'est vrai qu'en temps normal, on a peu de contact avec des chercheurs pakistanais ou avec des chercheurs boliviens, mais c'est l'occasion de voir effectivement quelle est la réalité. Et puis, mon travail de chercheur est quand même avant tout consacré à la documentation des impacts du changement climatique auprès des populations les plus vulnérables, notamment dans les pays du Sud. Et je suis toujours très frappé de voir comme, selon le pays, la manière dont on va se représenter la problématique du changement climatique est très, très différente. Pour certains, c'est un enjeu de développement, pour d'autres, c'est un enjeu de sécurité ou de survie. Ici, vu en France, c'est souvent perçu comme un enjeu de justice, voire même parfois de lutte des classes. C'est très, très différent selon les pays. Et c'est sans doute une des raisons qui explique la difficulté d'arriver à une solution commune, c'est que notre perception du problème est extrêmement différente selon le point de vue auquel on est situé. Et par rapport justement à vos collègues du GIEC, vous avez parfois des positions fortes. Alors sur LinkedIn notamment, vous écrivez, alors je l'ai noté pour être certain de ne pas me tromper, contrairement à beaucoup de gens qui parlent de climat sur ce réseau, je ne suis pas un saint et je n'ai aucune prétention à l'exemplarité ni à dicter aux gens comment ils doivent vivre leur vie. Est-ce que les écolos, ils sont trop donneurs de leçons ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a... d'abord, je n'aime pas dire tous les écolos, parce qu'il y a énormément de types d'écologie, il y a différents discours écologistes également, mais je crains que le discours sur le climat, globalement, tel qu'il a été porté dans l'espace public, a souvent été un discours très culpabilisant et très donneur de leçons, qui était souvent un discours porté par des gens qui étaient très privilégiés dans la vie, et qui donc donnait l'impression de vouloir un peu régenter la vie des autres, de vouloir leur dire comment ils allaient devoir vivre. Et je pense que c'est largement ça qui explique aussi un certain ressac politique, un backlash politique, comme on dit, qu'on observe actuellement. Et je pense que vraiment, il faut se prémunir de ça, parce qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, des contraintes des autres, on ne sait pas grand-chose de leurs préférences, on ne sait pas grand-chose de ce qui est important pour elles ou pour eux, et que donc on a tendance à voir toujours les choses de son propre point de vue, et effectivement à être choqué peut-être par certains comportements, par les choix que font d'autres, sans rien savoir de ce que font les autres. Et je dois dire que le fait d'avoir documenté les impacts du changement climatique, et le fait d'avoir documenté parfois des comportements qui me semblaient, de ma perspective d'Européen anti-bourgeois, relativement irrationnels, notamment des choix de migrer ou des choix de rester. On se dit, chaque chose a une rationalité pour les gens, et qui sommes-nous pour juger de la rationalité des autres ? Et je pense qu'il y a eu aussi parfois, et c'est un défaut, je disais que parfois certains, qui sont parmi les militants les plus engagés, ont eu une sorte d'épiphanie à un moment donné. Et donc ont changé complètement de style de vie, et donc ont eu un passé où effectivement ils ont travaillé dans l'industrie pétrolière ou dans le trading et la finance, et où d'un coup il y a eu une sorte de changement, et ils s'imaginent que leur job consiste à convertir tout le monde, en quelque sorte, à ce changement de mentalité ou à ce changement de mode de vie qu'ils ont eu. Et tant mieux pour eux s'ils l'ont eu, mais je pense que c'est important de réaliser que tout le monde n'est pas dans la même situation, et que surtout, tout le monde n'a pas les moyens, toujours, de faire les choix qu'ils ont pu faire. Et donc je crois que c'est quelque chose dont il faut se prémunir à tout prix, c'est de ne pas faire porter la responsabilité du changement uniquement sur les épaules des individus. Alors je vais commencer la deuxième partie de l'émission en profitant de vos talents de vulgarisateur. C'est aussi ça, l'un de vos talents. On pouvait encore jusqu'à peu de temps vous entendre dans une chronique sur France Info. Désormais, on peut vous lire dans les Échos.
C'est vrai. Voilà, vous avez une tribune. La dernière était sur les énergies renouvelables d'ailleurs. Oui, c'était la première, parce que c'est une tribune mensuelle. Donc, alors la dernière en date et la première en... Tout à fait. Donc dans les pages des Échos, donc n'hésitez pas à aller lire François Gémen. Mais vous avez surtout deux grandes expertises, donc qui sont la géopolitique et la migration, comme vous en parliez en début d'émission. Alors je ne pensais pas commencer avec cette question, mais il se trouve que l'actualité m'a donné une première question. C'est Donald Trump qui s'est exprimé à la tribune de l'ONU, donc au lendemain de la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Et donc lui, il a parlé de plein de sujets. Il a fait une espèce de grande loubi-boulga de tout. Et au milieu, il a dit que le changement climatique, c'était l'arnaque du siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre face à une telle phrase, face à quelque chose d'aussi gros, après le consensus scientifique que nous avons obtenu ? D'abord, je pense qu'il faut se dire que si ce discours n'était pas prononcé par le président des États-Unis, personne n'y accorderait la moindre attention. C'est-à-dire que c'est un discours qui est extraordinairement décousu, c'est un discours qui est sans queue ni tête, et même parmi les pires dissertations de mes étudiants que j'ai eu à corriger, la plupart étaient davantage structurés et argumentés que ce discours qui malgré tout reste un discours à l'ONU et donc devrait être un discours un peu travaillé, un peu structuré, et tous les autres chefs d'État sont arrivés avec des discours infiniment plus structurés. Et donc, il y a quand même, je dirais, quelque chose de très problématique à ce que nous accordions de l'importance à un discours qui, à l'évidence, n'a ni queue ni tête. Simplement, ce discours est prononcé par le président des États-Unis et donc nous sommes forcés de nous y attacher. Alors maintenant, sur le point concernant le changement climatique, effectivement, c'est quelque chose qu'il a déjà dit à plusieurs reprises. Il dit que c'est une arnaque, un canular, un hoax en anglais. Comme si c'était quelque chose d'inventé pour nuire à l'économie américaine. Et lui est persuadé que, effectivement, c'est quelque chose qui a été inventé pour nuire à l'économie américaine. Et c'est assez marrant que certains de ceux qui ont été ses plus proches conseillers, notamment Elon Musk, à qui on peut reprocher bien des choses, mais pas de mettre en cause la réalité du changement climatique, effectivement, ne semble pas avoir eu la moindre influence sur lui, sur ce sujet, alors que quand Elon Musk a été désigné comme conseiller de Donald Trump, c'est vrai qu'un des espoirs que j'avais eu à l'époque, c'était qu'il lui fasse infléchir sa position sur le changement climatique. Donald Trump imagine que tout le monde est injuste avec l'économie américaine, que effectivement il y a un déséquilibre de la balance commerciale, d'où les droits de douane, et il voit, je crois, la question du changement climatique dans le même faisceau de pensée, comme une injustice qui est faite à l'économie américaine. Et en réalité, il faut comprendre que cette pensée s'inscrit dans, je dirais, une idéologie qui est assez tenace aux États-Unis, c'est-à-dire celle selon laquelle l'économie américaine va être défavorisée par la lutte contre le changement climatique. Au moment de la signature du protocole de Kyoto en 1997, les États-Unis sont empêchés de le ratifier par une résolution qui est votée à l'unanimité du Sénat, 95 voix contre 0, qui s'appelle la résolution Burt-Hagel, et qui en gros interdit au président de ratifier le protocole de Kyoto au motif qu'il ferait peser un poids trop lourd sur l'économie américaine. Et donc cette idée de ne pas encombrer l'économie d'un poids est quelque chose de très très tenace, et je crois qu'effectivement l'idée de qualifier le changement climatique d'arnaque s'inscrit un peu dans ce courant de pensée. Et puis, bien sûr, s'ajoute le fait que Donald Trump est engagé dans une véritable guerre contre la science et contre les chercheurs. Et bien entendu, je pense que le but fondamental de Donald Trump est d'arriver à saper complètement ce qui est un socle d'information et de réalité commune pour que les gens vivent dans une sorte de bulle complètement différente. Et je pense que, hélas, beaucoup d'électeurs de Donald Trump sont sincèrement convaincus que le changement climatique est une invention, une arnaque pour essayer d'escroquer les États-Unis. Alors dans le reste du monde géopolitique, il y a deux autres grands blocs dans les émetteurs, on va dire historiques, l'Union européenne et la Chine. Pour le coup, l'Union européenne et la Chine ont des positions différentes. Alors on a vu les chiffres au premier semestre 2025. Bon, les émissions de l'Union européenne repartent un peu à la hausse, mais globalement sur les dernières décennies ça baisse. Et celle de la Chine baisse de plus de 2%. Donc la Chine a pris le pli, alors reste un investisseur massif dans les énergies fossiles, mais aussi dans les énergies renouvelables, et a donné des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on pourra atteindre nos objectifs sans les Américains ? Est-ce qu'on peut se dire, on fait une espèce de grande diplomatie sino-européenne et on laisse tomber les États-Unis, tant pis, on y arrivera sans eux ?
Je pense qu'il faut le faire et je pense que d'une certaine manière, nous devrions peut-être voir le retrait des États-Unis qui n'est pas juste un retrait, c'est-à-dire que eux ont fait demi-tour en réalité. Et donc sont désormais tournés vers le passé. C'est l'idée du slogan du Make America Great Again, c'est de faire revivre une sorte d'États-Unis fantasmés des années 50 et 60. Et donc, les États-Unis regardent vers le passé, et à l'évidence, la Chine regarde vers l'avenir, parce que la Chine a compris que l'électricité serait sans doute la puissance première du XXIe siècle, et la Chine a décidé de devenir une superpuissance électrique à tout prix, au prix d'investissements absolument gigantesques dans les énergies renouvelables, et en particulier dans l'énergie solaire. Sur le premier semestre de 2025, la Chine a installé en capacité solaire 256 gigawatts, ce qui est plus du double de la capacité solaire installée par le reste du monde sur la même période, qui est de 124 gigawatts. Et donc ça donne une idée du niveau d'investissement dans les énergies renouvelables en Chine. Et c'est vrai que parallèlement, il y a toujours des investissements dans les énergies fossiles, en particulier dans le charbon, parce que la Chine va utiliser toutes les sources possibles d'énergie pour fournir de l'électricité. La bonne nouvelle, c'est que désormais l'énergie solaire est de plus en plus rentable et concurrentielle, et que donc, même d'un point de vue strictement économique, si la Chine doit choisir entre l'énergie solaire et le charbon, elle va choisir l'énergie solaire, même si le changement climatique n'existait pas, parce que c'est une énergie plus rentable et plus efficace que le charbon désormais. Et donc on voit aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, que l'essentiel de la hausse de la demande énergétique en Chine, qui reste forte, est absorbé par les énergies renouvelables davantage que le charbon. Et donc on voit une véritable transition énergétique qui s'opère en Chine, où peu à peu les renouvelables vont chasser le charbon du mix énergétique, même si évidemment il reste à l'heure actuelle encore beaucoup de charbon et beaucoup trop de charbon dans le mix énergétique. Et l'Europe au milieu de tout ça donne l'impression de ne pas savoir dans quelle direction aller, et c'est sans doute assez symptomatique que ces émissions stagnent un peu pour le moment, parce qu'elle se dit au fond, est-ce que je dois suivre les États-Unis ou la Chine? Et on voit bien cette tentation de la dérégulation qui arrive en Europe et qui vient des États-Unis. On voit bien que les questions de compétitivité remplacent les questions de transition, comme si l'engagement dans la transition était un frein à la compétitivité. On a aujourd'hui un pacte de compétitivité en Europe qui va peu à peu remplacer le pacte vert, et on a l'impression que les deux s'opposent, alors que je suis personnellement convaincu, et nous devrions pour ça regarder un peu davantage ce qui se passe en Chine, que c'est précisément la question de la transition, et singulièrement la transition énergétique, qui va être le facteur majeur de compétitivité dans l'économie du XXIe siècle. Et donc, si j'étais citoyen américain, je serais sincèrement un peu inquiet du futur économique de mon pays si nous regardons vers l'arrière plutôt que de regarder vers l'avant. Et je ne comprends pas comment l'Europe peut hésiter. On a l'impression que l'Europe, imaginons qu'il y ait un concurrent chinois, un concurrent européen et un concurrent américain qui s'entraînent pour un marathon olympique. Vous avez le concurrent chinois qui va courir des kilomètres et des kilomètres tous les matins dès 6 heures, le concurrent américain qui dit « moi j'arrête et je vais regarder Netflix dans mon canapé en mangeant des chips », et nous, Européens, sommes en train de nous demander lequel des deux on doit imiter, et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à trouver notre voie européenne, et je pense qu'il faut vraiment réaliser que les questions de transition, les questions de climat, c'est pas juste des questions d'environnement, c'est pas juste une contrainte environnementale qu'on se mettrait, c'est une vraie question de compétitivité, c'est une vraie question de souveraineté et de géopolitique. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait qu'on soit 27 et qu'on doive mettre d'accord des gens par exemple comme Viktor Orban et Emmanuel Macron qui ont finalement politiquement pas grand-chose à voir? Bien sûr, sans aucun doute, et donc nous allons toujours vers une sorte de compromis minimal, alors que je crois qu'il faut d'abord à minima adopter la même approche que celle qu'on a eue pour la monnaie unique, c'est-à-dire permettre à des groupes, à certains pays plus ambitieux, d'aller de l'avant, quitte à ce que les autres, effectivement, rattrapent le train en marche. Si on avait attendu d'être d'accord à l'unanimité pour créer l'euro, nous serions toujours aujourd'hui en train de payer en francs français, en lire italienne ou en drachme grec. Deux, je pense, comme Mario Draghi, que le temps est venu d'aller vers un régime davantage fédéral
en Europe. Parmi les quelques casquettes, je fais partie du conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens. Et effectivement, nous militons pour une Europe qui soit davantage fédérale. Je sais que ce n'est pas du tout la mode en ce moment où chaque pays, effectivement, essaie de revendiquer sa souveraineté et son autonomie. Mais je pense que si nous voulons peser davantage sur la scène mondiale, il faut que nous soyons non seulement une puissance commerciale, ce que nous sommes, mais aussi une puissance politique, et ça nous ne le sommes pas du tout, parce que nous sommes un conglomérat de 27 intérêts différents. Alors juste une dernière question justement sur ces enjeux politiques, et ensuite je viendrai aux migrations. Vous parlez des émissions de gaz à effet de serre. Bon, certes, ça commence à diminuer en Chine, ça diminue depuis un moment en Europe, mais il se trouve qu'à l'échelle mondiale, ça continue d'augmenter, et qu'avec l'inertie climatique dans l'atmosphère, on va vivre cette espèce de période de dissonance cognitive où les émissions vont baisser et le climat va continuer de se réchauffer. Et on peut s'attendre à un réchauffement d'ici la fin du siècle entre 2,5 et 3 degrés sans être non plus pessimiste, c'est plutôt un scénario médian. Est-ce que plutôt dans même optimiste, je dirais, à l'heure actuelle. Alors, soyons optimistes, voilà, c'est un podcast de l'optimisme, on va essayer. Est-ce que dans ce monde à plus 3 degrés d'ici la fin du siècle, on pourra vivre en paix ? Ça va dépendre des mesures qu'on mettra en place, effectivement, pour garantir la paix et la stabilité. C'est pour ça que il est très important de considérer que le changement climatique est aussi une certaine forme de menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. Alors, c'est pas parce que vous avez une menace pour la paix que vous avez forcément des conflits ou des guerres, mais ça implique de reconnaître cette menace et de mettre en place toute une série de mécanismes de gouvernance et de régulation pour éviter précisément que cette menace ne se transforme en conflit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces risques de conflit ? À la fois parce qu'il va y avoir une certaine forme de compétition pour certaines ressources, en premier lieu pour les terres, et notamment pour les terres arables. Et je crois que quand on discute des ressources, on parle de l'eau, du lithium, etc., on oublie souvent le territoire lui-même qui va être reconfiguré par les effets du changement climatique. Il va y avoir également des populations qui vont se déplacer, qui potentiellement risquent d'entrer en conflit ou en compétition avec d'autres populations. Il va y avoir parfois la légitimité de certains États qui va être mise en cause s'ils ne parviennent plus à répondre aux demandes et aux besoins primaires de leur population. Il va également y avoir des effets sur nos comportements, et ça je pense que c'est un domaine des neurosciences qui est encore peu exploré mais qui est absolument fascinant, le fait que nos cerveaux réagissent également évidemment aux anomalies de température, que nous avons tendance à être moins patients, plus irritables, à moins bien dormir, et donc nous avons aussi tendance à être plus violents lorsque nous sommes confrontés à des anomalies de température. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important effectivement d'intégrer le fait que le changement climatique, c'est pas juste un problème d'environnement, mais que la quasi-totalité des sujets qu'on aura à traiter au XXIe siècle, qu'il s'agisse de sujets de paix et de sécurité, qui sont évidemment très importants en ce moment, qu'il s'agisse de migration, on sait combien c'est un sujet important également dans le débat politique, qu'il s'agisse de commerce, de développement, etc., tous ces sujets vont être traversés, transfigurés par la question climatique. Alors justement, la question des migrations, donc vous me faites une transition parfaite. Vous en parlez dans le livre que j'ai entre les mains. Il y a un chapitre qui est dédié à ça. Donc c'est Géopolitique du climat. Alors ce n'est pas votre dernier. Lui, il est sorti en 2021 chez Armand Collin. Il y a eu d'autres livres. Vous êtes extrêmement productif quand même sur la littérature. Non, pas autant que Netton. Oui, alors là aussi, vous prenez l'exemple aussi de la rentrée littéraire. Et donc dans ce livre Géopolitique du climat, donc vous commencez le chapitre sur les migrations avec une information, alors moi qui m'a un peu étonné. Vous dites que les premières migrations climatiques, elles datent du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on migrait climatiquement au XVIIe siècle ? Il y a eu en réalité, à travers l'histoire, il faut rappeler que l'environnement a toujours été un facteur majeur de migration et que même à des époques préhistoriques, l'Europe est colonisée parce qu'elle jouit d'un climat tempéré, parce qu'elle possède des ressources naturelles abondantes. On a eu aussi dans l'histoire très ancienne des populations entières qui étaient déplacées par des dégradations de leur environnement. C'est comme ça qu'il y a à peu près 6000 ans de cela maintenant, lorsque le Sahara s'est formé, c'est comme ça que la population qui habitait dans le Soudan actuel est remontée vers l'Égypte actuelle et a fondé la civilisation égyptienne dans ce qui est aujourd'hui l'Égypte. Et c'est pour ça que les premiers Égyptiens étaient noirs, alors qu'on a souvent tendance à les imaginer blancs. Et donc on a toute une série, effectivement, de migrations liées à l'environnement qui ont été absolument déterminantes à travers l'histoire. Et donc on en trouve liées à des facteurs climatiques
au XVIIe siècle, on en trouve liés à des catastrophes naturelles parfois non climatiques. Un autre exemple qui est intéressant à donner, c'est la migration du Dust Bowl, qui a lieu il y a à peu près 100 ans aux États-Unis, dans les années 1930, où les États de l'Arkansas, du Texas et de l'Oklahoma sont ravagés par une grande sécheresse, qu'on appelle donc le Dust Bowl, le bol de poussière. Cette sécheresse, combinée à la grande dépression économique, les oblige à abandonner leurs terres et à migrer lentement, dans un exode très douloureux raconté dans Les raisins de la colère de Steinbeck, à migrer vers la Californie. Et à l'époque, la Californie est un État très très peu peuplé, et c'est la migration de dizaines de milliers de personnes des zones rurales du Texas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas vers la Californie, dans des conditions très difficiles, qui fait que la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Et donc on voit que cette migration environnementale a eu un impact absolument majeur dans la formation de la nation américaine. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression de redécouvrir que les migrations peuvent être provoquées par le climat et par l'environnement, comme si c'était quelque chose de nouveau amené par le changement climatique, alors qu'en réalité, ça a toujours existé. Simplement, ça prend maintenant évidemment une autre dimension. Alors pour prendre une date un peu plus récente, 2020, dans votre livre, vous dites que les catastrophes naturelles ont déplacé 3 fois plus de monde que les conflits cette année-là. Alors selon vos travaux, comment va évoluer cette tendance ? Parce qu'on a tendance à s'imaginer que les gens quittent leur pays. Alors on pense à la vague de migration syrienne, notamment dans les années 2010. On s'imagine que c'est à cause des dictatures, que c'est à cause des guerres, etc. Mais finalement, ce sont les catastrophes naturelles qui déplacent le plus les populations. Effectivement. Il n'empêche qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont déplacés également à cause des violences, des conflits, des guerres, des persécutions dont ils sont victimes. Mais si je prends le chiffre le plus récent, le chiffre de l'année 2024, en 2024, vous avez eu 46 millions de personnes déplacées par des catastrophes et 20 millions de personnes à peu près déplacées par des conflits, des violences et des persécutions. Ces deux chiffres sont gigantesques, bien entendu, mais on voit bien que même lors de l'année 2024, où pourtant il y avait des conflits très importants dans le monde, à Gaza, en Ukraine, malheureusement des conflits qui sont toujours en cours aujourd'hui, le nombre de personnes déplacées par des catastrophes est supérieur au nombre de personnes déplacées par des conflits et des violences. Et l'essentiel de ces catastrophes, ce sont des catastrophes climatiques, des sécheresses, des incendies, des inondations, des ouragans. Et effectivement, aujourd'hui, il faut considérer que les effets du changement climatique sont un des principaux facteurs de migration et de déplacement de population dans le monde, puisque à côté des personnes qui sont déplacées par des catastrophes, pour lesquelles on a des statistiques qui sont compilées par les agences humanitaires, on a également toute une série de migrations qui sont provoquées par des dégradations plus lentes de l'environnement, par des impacts plus progressifs du changement climatique, la dégradation des sols ou la hausse du niveau des mers en particulier. Alors le président Sarkozy, qui est aujourd'hui dans l'actualité pour d'autres raisons, parlait en tant que président, mais aussi après sa présidence, il répète souvent que la crise migratoire n'a pas commencé. Est-ce que c'est vrai ? Oui, non, on a souvent tendance... Ou est-ce que c'est juste un élément de langage ? Je pense que c'est aussi un élément de langage, mais c'est un élément de langage qui n'est pas propre en réalité à Nicolas Sarkozy. La plupart des politiques, quand ils vont envisager effectivement le futur des migrations, vont s'imaginer qu'effectivement les migrations que nous connaissons aujourd'hui ne sont qu'un tout petit élément avant-coureur des migrations plus importantes qui vont avoir lieu dans le futur. Et donc c'est dans cette logique que va s'inscrire des théories comme celle du grand remplacement, la théorie selon laquelle c'est toute l'Afrique qui demain va se déverser sur l'Europe, et va participer également de cette rhétorique et de cet imaginaire l'idée que demain, le changement climatique va déplacer des millions, des milliards de personnes qui viendraient tous frapper à la porte de l'Europe pour demander asile. En réalité, c'est faux. En réalité, aujourd'hui, on n'a pas de moyens de prévoir combien de personnes seront déplacées dans le futur à cause des effets du changement climatique. Parce que ça va évidemment dépendre de nos trajectoires d'émissions, ça va dépendre des mesures qu'on va mettre en place en matière d'adaptation, ça va dépendre évidemment des décisions des gens eux-mêmes. On imagine parfois que la décision de migrer est une décision un peu automatique et que c'est on-off, alors que c'est des migrations qui aujourd'hui s'étalent dans le temps et dans l'espace. Et puis bien entendu, ça va dépendre de la réponse que nous allons avoir en termes de politique migratoire. Est-ce que nous allons chercher à encourager ces migrations, chercher à les décourager, etc., etc. Et donc, en réalité, les projections qu'on va pouvoir lire dans la presse ou même dans certains rapports
sont en réalité des projections très théoriques qui sont simplement fondées sur le nombre de gens qui habitent dans des zones considérées à risque, et on imagine que les gens qui habitent dans une zone à risque vont devoir tous migrer dans le futur. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, et surtout, ces gens ne vont pas tous migrer d'un coup, et nous avons aujourd'hui toute une série de politiques et de solutions pour en fait gérer et organiser ces migrations. Et je pense que l'enjeu fondamental par rapport aux migrations climatiques, c'est d'abord de ne pas les voir uniquement comme une sorte de risque futur qui se matérialiserait d'un coup et brutalement si nous ne réduisons pas nos émissions, et de réaliser que c'est déjà une réalité aujourd'hui, et que d'autre part, nous avons aussi des possibilités d'organiser ces migrations, de les anticiper, et souvent on s'imagine que nous sommes en quelque sorte un peu... que nous subissons des assauts migratoires de toutes parts, alors que l'enjeu fondamental, c'est évidemment de pouvoir organiser les migrations. Mais ça implique un changement vraiment de paradigme en Europe. Ça implique de nous dire que plutôt que de vouloir sans cesse résister aux migrations, ce qui me semble être une politique vouée à l'échec depuis le départ, l'enjeu c'est plutôt d'essayer de les organiser dans l'intérêt évidemment des migrants eux-mêmes, mais aussi des pays de destination et d'origine. Oui, puisque vous dites aussi, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui ne sont pas internationaux. La majeure partie des migrations sont internes. Les 3/4 des migrations sont des migrations internes ou régionales auxquelles nous ne prêtons absolument aucune attention. On se tracasse des migrations dès l'instant où les gens changent de continent, dès l'instant où les gens franchissent la Méditerranée. Même l'immigration intra-européenne, finalement, c'est quelque chose qui nous intéresse assez peu. Est-ce qu'on va devoir migrer en France, dans certaines régions ? C'est possible, beaucoup l'imaginent quand on regarde les sondages, on a à peu près 1/5 de la population française, 21%, qui pensent qu'ils vont devoir déménager au cours des 10 prochaines années à cause des impacts du changement climatique. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tous vont le faire, ça ne veut pas dire qu'on va avoir 12 ou 15 millions de personnes qui vont se déplacer, mais ça veut dire que 1/5 de la population, malgré tout, considère qu'elle habite dans une zone suffisamment à risque que pour envisager de se trouver un jour potentiellement en situation de migration climatique. Il y a des gens, en réalité, qui ont déjà migré. Simplement, en France, on dit déménager parce que le terme de migration est souvent réservé aux populations des pays du Sud. Il faudrait s'interroger d'ailleurs pour laquelle on parle de déménagement plutôt que de migration interne dans des pays industrialisés, mais c'est un autre sujet. Mais il y a déjà des gens qui, à la suite des inondations dans le Pas-de-Calais, ont décidé de ne pas revenir, des gens qui ont été déplacés par les incendies, notamment dans le sud-ouest du pays, et qui, effectivement, ne reviendront pas et referont leur vie ailleurs. Et puis, il y aura, je pense, toute une série de reconfigurations sur le temps long. Par exemple, beaucoup de personnes âgées décident d'aller passer leur retraite dans le sud de la France pour jouir d'un climat plus agréable. Ce climat sera de moins en moins agréable pour les personnes âgées dans le futur, et donc je pense qu'il y aura sans doute de moins en moins de gens qui choisiront d'investir dans l'immobilier dans le sud pour passer leur retraite, et qui peut-être choisiront d'investir ailleurs. Vous parlez des incendies en France, vous prenez un autre exemple dans votre livre, c'est l'exemple de l'ouragan Katrina. Oui. Vous dites que 1/3 des personnes qui ont dû quitter la Louisiane après l'ouragan Katrina ne sont pas revenues. Oui. Pourquoi qui ont dû quitter la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans. Beaucoup sont allés en Louisiane. Mais alors à ce moment-là, pourquoi certains sont revenus, d'autres jamais revenus ? Est-ce que c'est une question de richesse ? Est-ce que c'est une question justement de prise de conscience après l'ouragan, de se dire si on revient, ça peut se reproduire et donc ça n'a aucun intérêt de rester là ? Qui sont ceux qui partent et qui sont ceux qui reviennent ? En réalité, chaque histoire de migration est une histoire individuelle. On a toujours tendance dans le débat public à en parler au pluriel. On parle des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, on parle maintenant des OQTF, comme si ces gens constituaient une sorte de groupe constitué, alors qu'évidemment la plupart ne se connaissent pas du tout entre eux, n'ont pas du tout les mêmes intérêts, pas les mêmes rêves, pas les mêmes aspirations. Et donc c'est vrai aussi lors des déplacements provoqués par des catastrophes comme l'ouragan Katrina. Et donc effectivement, les 2/3 de la population sont revenus, 1/3 n'est jamais revenu et ne reviendra sans doute jamais à la Nouvelle-Orléans. Et donc il y a eu un changement démographique majeur. À quoi ça tient ? Au fait que certains ont eu leur maison complètement ravagée et d'autres pas, que certains ont pu retrouver un travail et reconstruire leur vie ailleurs, d'autres y sont moins bien arrivés. Ça dépend aussi des polices d'assurance, tout simplement, qu'ils avaient pour leur maison. Certains avaient une bonne police d'assurance et donc ont pu toucher la prime qui leur a permis de reconstruire leur maison.
D'autres pas, pour d'autres c'était une perte sèche. Et donc en réalité, selon la situation des gens, on va avoir des situations complètement différentes. J'ai même des gens qui ont considéré que, ça peut paraître choquant, que l'ouragan Katrina était la chance de leur vie. Parce que j'ai rencontré notamment des étudiants qui étudiaient à l'université d'État de Louisiane, qui est globalement, on va dire, une université pas très prestigieuse aux États-Unis, où pourtant il y a des recherches tout à fait intéressantes, et qui d'un coup, grâce à Katrina, ont eu une bourse d'études à Harvard ou à Berkeley, dans certaines des meilleures universités du pays. Et on dit, voilà, sans Katrina, j'aurais jamais eu cette bourse d'études, et on sait malheureusement que l'université que vous fréquentez a quand même un gros impact sur votre trajectoire professionnelle. Alors François Gémen, j'aimerais profiter justement de vos talents de vulgarisateur, de pédagogue même, en vous posant 10 questions. Alors ça peut être 10 idées reçues, ou alors des questions qu'on entend souvent dans les médias. Je vous demanderai une réponse courte, oui, non, vrai, faux, avec 2-3 phrases d'explication, parce que quand même on a besoin d'un petit peu de nuance, on peut pas non plus tout répondre simplement par oui ou par non. Alors ma première question c'est, la France n'a pas à agir car elle ne représente que 1% des émissions. D'abord, c'est une erreur de penser que la France ne représente que 1% des émissions. Donc c'est faux. Parce qu'effectivement, il faut considérer les émissions importées, qui représentent à peu près 40% de nos émissions. Il faut considérer aussi la responsabilité historique de la France. Et donc, selon la manière dont vous allez compter les émissions, vous allez arriver à des chiffres très, très différents. Mais surtout, je pense qu'on sous-estime la capacité d'action de la France, notamment au travers de ses entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui sont quand même au cœur du sujet en France. Quand vous prenez des entreprises comme Carrefour, qui est un géant de la grande distribution, quand vous prenez évidemment Total Energy ou Air France, qui sont celles auxquelles on va penser le plus immédiatement, mais BNP Paribas, qui est la première banque européenne et qui a donc des leviers d'action considérables, quand vous prenez CMA-CGM, troisième transporteur maritime mondial, en fait, énormément. Quand les gens pensent aux multinationales, dans le contexte du climat, ils pensent toujours à Nike ou Apple ou McDonald's. Ils oublient que de nombreuses multinationales qui ont un impact énorme sur le climat et donc des leviers d'action réels sont des multinationales françaises. Je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Et puis, on a aussi un réseau diplomatique tout à fait important qui peut effectivement permettre de décupler notre action. Et puis, enfin, deux derniers points. Un, c'est qu'il y a 200 pays dans le monde et que donc, mathématiquement, il y a pas mal de pays sur ces 200 pays qui peuvent chacun revendiquer de représenter moins de 1% des émissions et que si tout le monde était dans le même raisonnement, personne ne ferait rien. Et puis surtout, on imagine qu'effectivement, c'est une contrainte qu'on va s'imposer. Moi, je crois que c'est un véritable projet et un véritable atout que de réduire nos émissions. C'est une affaire de modernisation de notre économie, c'est une affaire de souveraineté. Et effectivement, la question de la transition, de la décarbonation de l'économie, pour moi, c'est un véritable projet économique, c'est un projet de modernisation de l'économie. Et donc, nous avons intérêt à le faire, quelle que soit notre part des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que pour être écolo, il faut forcément se priver ? Non, je pense pas. Et je pense qu'une erreur qu'on commet, c'est d'imaginer que la transition va être faite de renoncement, de privation, de sacrifice, c'est-à-dire de choses dont les gens n'ont pas envie. Personne n'a envie au départ de renoncer à des choses auxquelles ils tiennent. Et c'est ça que je pense qui amène beaucoup de gens à considérer que la transition va les amener à vivre moins bien dans le futur. Et je pense que c'est une des raisons aussi de la crise qu'on traverse en ce moment et du marasme, c'est que nous ne parvenons pas à nous projeter positivement dans le futur. Nous avons perdu la confiance que nos enfants vivraient une meilleure vie que la nôtre, qui nous-mêmes vivons une meilleure vie que nos parents. Et donc si on perd cette sorte de confiance dans le progrès de l'humanité, le risque, c'est évidemment que nous nous lancions dans des aventures politiques qui visent à faire revivre des fantasmes, des pays fantasmés des années 50 ou 60, de faire du Make America Great Again ou Make France Great Again. Et ça, évidemment, on le voit, c'est très très dangereux. Et c'est ça qui explique aussi largement la chute des taux de natalité dans les pays industrialisés. C'est ça qui explique aussi la très faible sexualité des jeunes. Et je suis frappé aujourd'hui du nombre de jeunes qui déclarent n'avoir absolument aucun partenaire sexuel. Je trouve ça d'une tristesse infinie. Et donc je crois que ce qui est vraiment fondamental, c'est de faire de la transition un projet de progrès qui nous permette de vivre mieux. Alors effectivement, il y a sans doute certaines choses que nous allons
non pas abandonnées, mais remplacées par d'autres. Il y a certaines choses que nous allons conserver, mais dans une version décarbonée. Je pense qu'il ne faut certainement pas le voir en termes de privation et de renoncement. Sinon, effectivement, je pense que ça ouvre la porte à des aventures politiques qui sont très dangereuses et très contraires à l'intérêt du climat. Est-ce qu'on est trop sur Terre ? Non, je ne pense pas que nous soyons trop sur Terre. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas de seuil absolu qui détermine la quantité optimale d'êtres humains sur Terre. Simplement, ce qui est crucial, c'est de savoir quelles sont les conditions de vie de chacun et comment est-ce que nous pouvons assurer des conditions de vie décentes à chaque humain qui se trouve sur Terre. Et en réalité, souvent, quand on a ce discours en disant « Ah, le changement climatique, c'est la faute de l'explosion démographique », on ne réalise pas à quel point l'empreinte carbone est très très différente selon que vous naissiez au Qatar, aux États-Unis, en Europe, en Inde ou dans un pays africain. Est-ce que Total Energy, c'est le mal incarné ? Non. C'est une société, une entreprise qui, je pense, a des défis considérables, qui parfois, effectivement, cultive un certain nombre de paradoxes, d'investir à la fois dans les énergies renouvelables, mais de continuer à investir aussi massivement dans le pétrole et le gaz. Je pense que c'est une entreprise qui doit évoluer beaucoup plus rapidement dans son propre intérêt, mais je ne dirais certainement pas que c'est le mal incarné. Je connais des gens qui travaillent chez Total Energy qui sont sincèrement engagés pour la transition, et je pense que l'enjeu par rapport à des grosses entreprises qui sont là et qui vont continuer à exister, c'est de voir comment nous pouvons les faire évoluer. Si nous les stigmatisons sans cesse, même si c'est évidemment important de pointer du doigt ce qu'elles font mal et certains choix qui parfois effectivement posent question, je crains hélas que nous ne parvenions pas non plus à les transformer. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. C'est de transformer ces entreprises qui aujourd'hui portent une énorme responsabilité dans le changement climatique avec l'espoir que demain, elles puissent devenir des leaders de la transition. Nous en sommes encore très très loin et je ne suis pas naïf là-dessus, mais je me souviens aussi que Shell, avant de vendre du pétrole, vendait des coquillages de collection, d'où le nom et le logo de la compagnie. Avec la coquille Saint-Jacques. La voiture électrique pollue plus que la thermique ? Certainement pas. Alors ça, c'est une des plus grandes fake news, c'est une des choses qui m'énerve le plus, et vraiment, c'est un élément de désinformation absolument considérable, c'est que beaucoup de gens imaginent que la voiture électrique est plus polluante que la voiture thermique. C'est absolument pas le cas. Même si on prend, je dirais, la pire des situations, un gros SUV fabriqué en Chine, importé par bateau, en Europe, qui va rouler sur des routes polonaises où le mix électrique est encore largement carboné, même dans cette situation-là, on a un rapport qui est plus favorable à la voiture électrique, un rapport environ de 1 à 2 par rapport à la voiture à pétrole. Si par contre on prend une solution optimale, prenons une petite Renault 5, une citadine électrique fabriquée en France, qui va rouler largement sur des routes françaises, là on a carrément un rapport de 1 à 8 entre la voiture thermique et la voiture électrique. Simplement, il faut accepter le fait que la voiture électrique reste une voiture. Donc il y a une empreinte environnementale, et je crains que parfois on compare la voiture électrique au vélo ou à la marche à pied pour stigmatiser la voiture électrique. Je pense que c'est très important de rappeler que la voiture électrique, c'est pas l'avenir du transport, qu'il y a énormément de choses à faire sur la mobilité douce, sur les transports en commun, mais que c'est aussi la seule solution technologique que nous ayons aujourd'hui à disposition et à grande échelle pour remplacer les voitures thermiques. Les ENR, donc les énergies renouvelables, sont intermittentes, fragilisent le réseau et ne servent à rien. Alors, ça aussi, c'est encore un cliché qu'on a, je dirais, et qui date d'il y a 15 à 20 ans. Et il faut dire parfois un cliché qui était propagé aussi par certains écologistes qui considéraient que la seule voie d'avenir était de réduire notre consommation énergétique, ce qui est évidemment important. Mais la réalité, c'est que nous allons consommer vraisemblablement de plus en plus d'électricité à l'avenir, parce que nous avons de nouveaux usages comme l'intelligence artificielle, et aussi parce que l'électrification va être un élément absolument essentiel de la transition. Alors, là encore, les énergies renouvelables, comme toute forme d'énergie, ne sont pas parfaites et ont des défauts. Ont par exemple certains enjeux d'intermittence, même si je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour contrer cette intermittence, c'est de pouvoir stocker de plus en plus l'électricité, et c'est pour ça que la question des batteries électriques est absolument fondamentale et qu'il faut absolument soutenir de toutes nos forces l'industrie européenne des batteries électriques. Et aussi, nous pouvons transporter désormais l'électricité, ce qui était très peu le cas il y a encore 5 ou 10 ans.
Et ce sont des manières, évidemment, de contrecarrer, effectivement, ce qui peut apparaître comme un problème d'intermittence. Toujours se souvenir que l'enjeu, effectivement, du mix énergétique, comme du mix électrique d'ailleurs, c'est effectivement de combiner plusieurs sources d'énergie ou d'électricité de manière à ce que les défauts de l'une soient compensés par les qualités de l'autre. Alors, il me reste 4 questions très rapides, et ensuite on passera à ce que tout le monde attend, le flanc. Le changement climatique n'existe pas, j'ai eu froid toute la semaine dernière. Et la fin dans le monde n'existe pas non plus, parce que hier soir, je suis allé dîner au restaurant et il y avait plein de monde. Efficace. On fait souvent le procès de ce qui est polluant plutôt que de mettre en avant les solutions. C'est vrai. Et je crois que c'est évidemment important de pointer du doigt ce qui est polluant. Mais quand je vois effectivement tout le temps et toute l'énergie que nous passons, notamment sur les réseaux sociaux, à pointer du doigt ce qui est polluant, je me dis que si nous étions capables de consacrer ne serait-ce qu'une fraction de ce temps et de cette énergie à valoriser les solutions, à encourager ceux qui avancent pour qu'elles puissent en inspirer d'autres, pour qu'on puisse les massifier, on ferait des pas de géant parce qu'aujourd'hui nous avons déjà toutes les solutions à disposition et que le grand enjeu c'est de les massifier et de les faire passer à grande échelle. La démocratie est-elle compatible avec la neutralité carbone ? Oui, à condition de ne pas faire de cette question de la neutralité carbone un enjeu idéologique et partisan qui soit soumis en permanence à des alternances politiques, à des revirements, etc. Nous avons besoin, pour atteindre la neutralité carbone, nous avons besoin pour la transition, d'avoir un cap clair, une certaine forme de continuité dans le temps, ce qui implique de construire un consensus social très fort qui ne soit pas remis en question à chaque alternance politique. Et donc je rêve que nous puissions construire autour de cette question de la transition un consensus social aussi fort que celui que nous avons sur l'abolition de la peine de mort ou du droit à l'avortement en France, parce que si c'est sans cesse remis en question, à ce moment-là, ça crée de l'immobilité parce que les investissements ne se font pas, parce que les transformations ne se font pas. Est-ce que l'action individuelle prime sur l'action politique ? Je pense qu'on a tort de séparer les deux. On peut séparer les deux quand on est dans une dictature et quand vous n'avez aucun contrôle, rien à dire sur ce que font les politiques. Dans une démocratie où nous sommes tous comptables, que nous ayons voté pour eux ou pas, des choix que font nos dirigeants politiques, on ne peut pas séparer l'action individuelle de l'action politique. Et je crois que parfois, on a fait peser un poids énorme sur les épaules des gens en réduisant leur action face au changement climatique à l'action individuelle qu'ils pouvaient avoir en tant que consommateurs. Je le vois comme une très grande victoire du néolibéralisme. En réalité, les gens peuvent aussi faire des choses ensemble comme citoyens, et je pense que l'idée de séparer les deux crée une certaine forme de désaveu de la démocratie parce que les gens en viennent à être considérés uniquement comme des consommateurs et plus comme des citoyens. François Gémen, nous allons nous quitter avec les 2 questions que je pose à tous mes invités. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prêt à vous passer ? Et j'insiste, quelque chose auquel vous tenez. Et de quoi vous ne seriez absolument pas prêt à vous passer ? Et donc, comme un mercredi sur 2, je viens toujours avec ma petite part de flan, parce que moi, je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan. Ça représente environ 75 kilos de CO2 par an, quand même, dans mon bilan individuel. Je ne connaissais pas le je l'ai calculé, 446 grammes par part. Voilà. Ce n'est pas négligeable, et c'est ce dont je ne pourrais pas me passer. Et donc, comme à chaque fois, j'apporte une petite part de flan. Donc voilà, c'est votre goûter, dessert. Vous en ferez ce que vous voulez. Je peux la manger maintenant ? Ah, mais vous faites ce que vous voulez. Ça peut être maintenant, dans 1 heure, ce soir. Et donc, je vous laisse répondre autour de cette petite pâtisserie. Ce dont je ne pourrais pas me passer, je pense, ce sont des droits et libertés individuelles. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à se dire que la lutte contre le changement climatique va requérir des mesures autoritaires, des privations de droits et de libertés. Là-dessus, je crois qu'il faut se souvenir que l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, c'est précisément aussi de préserver ces droits et libertés, que si on s'en prive avant même d'avoir vraiment commencé à lutter contre le changement climatique, c'est un peu la double peine. Simplement, je crois qu'il faut envisager aujourd'hui que les libertés ne sont pas seulement des libertés individuelles, mais aussi des libertés collectives. Et que parfois, nous acceptons de renoncer à certains morceaux de liberté individuelle pour préserver des libertés collectives. Un exemple, nous acceptons de nous arrêter au feu rouge quand nous circulons en voiture, ce qui est une privation absolument insupportable en termes de liberté individuelle. On ne peut pas franchir les carrefours à toute berzingue, mais on le fait parce qu'on réalise bien évidemment que si
nous n'acceptions pas cette petite privation de liberté, nous perdrions la liberté collective de nous déplacer en voiture, qu'il y aurait des accidents à tous les carrefours et des embouteillages partout. Et donc je pense qu'il faut envisager les choses aussi par rapport au changement climatique de la même manière et avoir une vision beaucoup plus collective de nos droits et de nos libertés. Je pense aussi, ce dont je ne pourrais pas me passer, c'est de voyager. Et je sais que c'est quelque chose qui paraît parfois un peu choquant, mais je crois que c'est très important de considérer qu'on est ici face à un problème global et qu'il y a un enjeu fondamental qui consiste aussi à voir quelle est la perspective de l'autre. Et je ne voudrais pas du tout que la lutte contre le changement climatique nous amène à un monde où les frontières seraient fermées et où nous serions finalement tous renfermés sur nous-mêmes. Là aussi, je crois que ça serait la double peine. C'est pour ça qu'il est essentiel, à mon avis, de décarboner les transports. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu fondamental. Pas uniquement parce que c'est la première source d'émissions en France et bientôt en Europe. Et de quoi pourriez-vous vous passer ? Je pense qu'en réalité, je pourrais me passer de pas mal de choses au niveau matériel. Je pourrais sans doute me passer de la consommation de certains aliments, etc. Ça, c'est quelque chose auquel j'aurais moins de mal à renoncer, je crois. On finit par s'habituer. Je pense qu'on finit par s'habituer et surtout à découvrir d'autres choses qui potentiellement nous paraissent plus intéressantes. Même si on regarde en fait l'évolution de nos vies, il y avait des loisirs qu'on considérait comme très importants quand on était adolescent et auxquels on est moins attaché quand on est adulte. Il y avait des aliments qu'on adorait quand on était enfant et qu'on ne mange quasiment plus quand on est adulte. Je pense que parfois, ça fait partie d'une sorte d'évolution relativement logique, oui. Merci beaucoup François Gémen, et j'en profite pour dire que vous êtes conseiller scientifique d'une exposition qui démarre mi-octobre jusqu'au mois d'avril au Palais de la Porte Dorée, justement sur les migrations et le climat. Tout à fait, et c'est une exposition à la fois scientifique et artistique, et je pense que c'est assez chouette, vous verrez. Palais de la Porte Dorée à Paris, je mettrai le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup François Gémen. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Pour soutenir l'émission, comme d'habitude, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de les noter et de les commenter sur Spotify et Apple Podcast. On se retrouve un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes de streaming. Merci encore pour votre fidélité et à très vite.